grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Un honneur aussi parce que moi je suis franco-marocain. Ma mère est française et mon père est kazakh. C'est la première fois que j'ai la possibilité d'intervenir ici, dans cette ville qui a une particularité, une symbolique toute spéciale pour moi. Donc moi j'enseigne aussi en parallèle des activités qui ont été présentées par Shaima. J'enseigne depuis presque 7 ans maintenant, donc avec des profils aussi de master et de master 1, quasi exclusivement. J'enseigne autour de l'influence digitale et des communications, autour des relations publiques, et voilà, c'est vraiment un grand plaisir d'être devant vous cet après-midi. On va avoir une grosse heure ensemble. Je vous encourage évidemment à participer. On va peut-être garder le temps des questions et des réponses pour la fin des quelques slides qu'on va passer ensemble. Mais voilà, c'est l'intérêt qu'il y ait aussi un volet horizontal et pas seulement vertical. On va aborder des thèmes qui sont très actuels, sur lesquels vous ne partez pas de zéro. Quand on parle d'influence, quand on parle de réseaux sociaux, à des jeunes d'une vingtaine d'années, c'est pas nouveau. Donc j'ai pas vocation, moi, aujourd'hui, à tout vous apprendre. En tout cas, on va mettre un petit peu de structure autour de ça. Je vais aussi faire une petite introduction un petit peu plus poussée. Évidemment, moi, c'est un cours que je suis capable de dispenser sur une vingtaine d'heures. Il n'y en aura qu'une aujourd'hui. On va survoler quelques sujets, mais on aura la possibilité de les creuser ensuite, aujourd'hui ou plus tard. Les réseaux sociaux sont aussi faits pour rester en contact. Donc on aura la possibilité d'avancer un petit peu dans cette thématique. Pour commencer, je vous propose d'enfiler vos lunettes du marketing et de la communication. Qu'est-ce que c'est ces lunettes du marketing et de la com? C'est tout simplement que vous êtes exposé à une multitude de contenus tous les jours, sur tous les formats. Vous savez à peu près à combien de contenus vous êtes exposé chaque jour, que ce soit un post, une publicité, dans la rue, en print, sur vos téléphones. Vous avez une idée à peu près du nombre de contenus auxquels nous on est exposés. Et on va dire surtout, nous vivant dans un milieu urbain, donc surexposé par rapport à certaines populations. Un ordre de grandeur. Entre 500 et 1000. Entre 500 et 1000. Plus. 300. Plus. 20 000. Pas tant que ça. Ouais. On est vers les... entre 5... dans la dizaine de milliers. On est à peu près à 5000. 5000 contenus auxquels on est exposé chaque jour, que ce soit des contenus qui ont vocation à nous vendre quelque chose, à nous proposer quelque chose, ou des contenus plus neutres. On est exposé à peu près en moyenne à 5000 contenus par jour. Évidemment, notre cerveau n'est pas en capacité de tous les retenir. Notre attention, si on la représente par un diagramme, un camembert, on n'a pas la possibilité de focaliser notre attention sur tous ces contenus, donc on n'en retient qu'une petite partie. Pour revenir sur ces lunettes du marketing et de la communication, ces contenus, il y a plusieurs manières de les regarder. Vous faites des études dans lesquelles la com, le marketing ont une place importante. Vous allez l'utiliser dans vos métiers, dans votre vie de tous les jours, jusqu'à la fin de votre carrière. Et il y a plusieurs façons de regarder ces contenus. Soit vous les regardez avec votre regard de cible, de destinataire de ces contenus. Les marques veulent nous vendre des choses, on les reçoit, on est exposé à ces contenus. Si on y a été exposé, c'est qu'on était parmi ces cibles. Ou alors vous les regardez avec un œil plus professionnel, vous essayez de les décrypter. Pourquoi, en sortant du tramway tout à l'heure, j'ai vu cette pub à cet endroit-là? Tout ça n'a rien d'anodin. Les marques, elles construisent ces stratégies aussi pour nous exposer au bon contenu au bon moment. C'est là-dessus qu'elles
qu'elles nous convainquent, soit de l'utilité de leur existence en tant que marque, soit de l'utilité de leurs produits et de leurs services. Évidemment, il y a des intérêts commerciaux qu'on va développer ici. Et donc, c'est le début des stratégies d'influence, tout simplement. Et nous, dans ce cours, en tout cas dans cette conférence, on va avoir la possibilité de les mettre et de les enlever, ces lunettes, pour voir à quel moment il y a de l'influence. Et il y a de l'influence absolument partout. Je commencerai tout à l'heure avec des slides qui reprendront cet élément, mais il y a de l'influence absolument partout, et dans l'heure qu'on va passer ensemble, on va surtout essayer de regarder quels sont ces dispositifs, quelles sont ces stratégies, et quels sont les leviers, comment on fait descendre ces stratégies d'influence par le biais de qui, et Shaima disait tout à l'heure très justement, qui les incarne, ces stratégies d'influence. J'ai un petit peu spoilé cette slide, on n'aura qu'une heure ensemble globalement, donc on va survoler ces sujets, mais on aura quand même la possibilité d'aborder, je l'espère, des choses que vous ne connaissez pas, ou en tout cas que peu, et cette heure qu'on va passer ensemble, elle a vocation aussi à vous rendre curieux et curieuse, que vous ayez la possibilité de creuser des sujets, vous, de votre côté. Il y a du contenu disponible, accessible, qui peut vous permettre d'aller pousser ces sujets vous-même, et aussi évidemment dans le cadre des enseignements que vous recevez ici, dans le cadre de votre vie professionnelle aussi. Vous êtes des étudiants, des étudiantes, mais vous êtes aussi des professionnels, vous avez fait des stages, des alternances, vous avez un pied, 3/4 dans le monde professionnel, vous êtes identifié comme tel, vous avez des profils LinkedIn, et vous avez ces deux casquettes. Donc maintenant que la vie professionnelle, vous êtes déjà dedans, je vous encourage à parfois enlever votre casquette d'étudiant et d'étudiante et d'assumer pleinement ce statut de professionnel parce que vous l'êtes. Voilà. Donc c'est un petit peu le préambule de l'heure qu'on va passer ensemble cet après-midi. Au programme, j'ai divisé cette conférence en 3 parties. Si on rentre un petit peu dans les ressorts de la psychologie humaine, du cerveau, en tout cas dans nos cultures, dans la manière dont sont amenés la culture et le savoir, le cerveau est habitué, ou en tout cas est réceptif aux choses qui sont divisées en 3 temps. Donc je ne vais pas réinventer la roue, et on va diviser cette conférence en 3 parties. On va d'abord voir ensemble ce qu'est une marque citoyenne, actuellement. J'ai anticipé de quelques jours, on est déjà en 2025. Donc qu'est-ce qu'une marque citoyenne en 2025 ? On va regarder ces enjeux-là, on va évidemment parler de RSE, c'est un des cœurs de ce cours. Dans un second temps, on va voir de quoi il s'agit quand on parle d'influence digitale. Il y a plusieurs déterminants autour de ça. Vous allez peut-être ressentir un petit peu de frustration, puisqu'on va passer vite sur certains points. On aura la possibilité de les poursuivre un petit peu plus tard. Mais on va regarder les grands enjeux, les stratégies d'influence digitale, et quels sont les leviers qu'on peut activer pour les mettre en place. Et enfin, ça va faire une petite synthèse de ces 2 gros blocs, pour voir de quelle manière on peut être une marque engagée et influente, parce que faire de l'influence, ça ne veut pas forcément dire être influent. Pour être influent, il faut faire de la bonne influence. Et il faut avoir des engagements de marque qui soient cohérents, qui soient compris par nos cibles. Et tout ça, évidemment, ça fait partie de l'histoire qu'on raconte, du storytelling. Madame Shaima en parlait tout à l'heure très justement. Vous maîtrisez ces enjeux de manière transversale. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le contenu, dans la matière, et on va tâcher de relier tout ça. Je poursuis un petit peu avec quelques slides introductifs. Alors, j'espère que vous voyez bien les slides. On est sur un contraste assez clair. Si jamais
je ne retournerai peut-être pas forcément sur chaque slide, mais si jamais vous avez besoin d'une petite précision, s'il y a des écritures qui ne sont pas forcément lisibles, n'hésitez pas à me solliciter. Ok, en 2025, quand on parle d'influence dans nos métiers, dans ce cadre-là, évidemment, on pense à l'influence marketing. L'influence B2C, on est à l'époque des influenceurs et des influenceuses. Ça fait déjà plusieurs années. On va dire que c'est la partie émergée de l'iceberg. Quand on parle d'influence, on a en tête ces nouveaux formats, très social media, voire 100% social media, des stratégies d'influence de marques qui nous vendent des produits, des services, en ayant recours à des personnes plus ou moins qualifiées pour faire la promotion de ces services et de ces produits, pour incarner la parole de la marque, mais dans une logique quasiment exclusivement B2C. Vous l'avez vu dans l'introduction qu'on a pu faire, on va parler essentiellement aujourd'hui de B2B, parce que c'est la partie la moins visible. Quand on parle d'influence, on parlera aussi un petit peu de relations publiques et de ce qui gravite autour de l'influence à proprement parler. Il y a une logique, une approche qu'on appelle l'approche sous-marine. Il y a des choses qu'on voit en surface, mais qui ne représentent qu'une petite fraction de ce qui a été construit, ou en tout cas qui est en effet cette partie visible. L'influence, elle remonte, elle a été théorisée, elle remonte au début du siècle dernier. Elle est incarnée, donc vous savez que communication pub égale storytelling. La pub et la com font leur propre storytelling, et pour parler d'influence, on parle souvent de ce monsieur. Il s'appelle Edward Bernays, qui est un Américain, qui a écrit un livre dont vous avez peut-être entendu parler, qui est très célèbre, qui a presque un siècle maintenant, il a été écrit en 1928, et qui s'appelle Propaganda. Est-ce que, sans forcément l'avoir lu, c'est un ouvrage qui vous dit quelque chose? Bon, on fait aussi, on évolue dans des métiers où les gens citent beaucoup de choses qu'ils n'ont pas forcément lues. C'est un ouvrage qui n'est pas forcément le plus digeste. En tout cas, ce qu'il y a à retenir de ce livre, c'est que ce qui a été écrit dans les ressorts et les mécanismes de l'influence et de la fabrication du consentement, c'est toujours valable un siècle plus tard. Et c'est un petit peu le cœur de son œuvre. Edward Bernays, il est présenté comme étant le premier des publicitaires, le premier des communicants. C'est à la suite de ses travaux qu'ont pu prospérer l'industrie du tabac, notamment, qui reste un case très classique quand on parle de fabrication du consentement, qui a utilisé par exemple l'image de la femme, l'émancipation de la femme à travers le fait de fumer des cigarettes. Tout ça, ça part de ces travaux-là. Et si on a pris un petit peu de recul sur son contenu, tous les déterminants et tous les mécanismes qu'il décrit sont toujours actuels. Il a une particularité, Edward Bernays, c'est que c'est le neveu de Sigmund Freud, qui est le père de la psychanalyse. Et évidemment, quand on parle d'influence, on a besoin de parler de la psychologie du consommateur. Comment on construit une stratégie de communication, une stratégie d'influence, c'est comment on va chercher les éléments qui vont permettre de convaincre notre audience, notre cible, et donc il y a évidemment recours à la sociologie, à la psychanalyse, et à toutes ces matières, ces disciplines périphériques. La communication, elle n'est pas intrinsèquement de la communication, elle fait appel à énormément de choses autour, et notamment tout ce qui a vocation à rentrer dans le cadre de la psychologie du consommateur. Il y a 3 manières de faire changer quelqu'un d'avis, concrètement de manière assez neutre. La première, c'est la contrainte. La contrainte physique, menace, ça peut aussi être la contrainte verbale. Vous imaginez bien, ça ne va pas être le cœur de notre sujet aujourd'hui. En revanche, si on prend l'influence dans sa globalité, en tout cas le fait de faire changer quelqu'un d'avis, c'est le premier volet. Le deuxième, c'est la manipulation. On crée artificiellement un consentement, on fait changer quelqu'un d'avis
à travers la manipulation, que ce soit la falsification de certaines vérités, ou alors tout ce qui peut être dans le registre du mensonge, ou aussi de l'omission, quand on choisit de ne pas dire la totalité de la vérité, on n'en dit qu'une seule partie, mais on choisit d'en omettre une autre. C'est une deuxième manière de faire changer quelqu'un d'avis. Et la dernière possibilité pour faire changer quelqu'un d'avis, c'est de le convaincre. Là, évidemment, on est dans le cœur de nos métiers, la communication, la publicité, le marketing, qui ne sont ni plus ni moins que des choses qui permettent aux gens de les faire changer d'avis, ou alors de les convaincre d'aimer notre marque et d'acheter notre produit, notre service. Et en effet, quand on fait de la publicité, il s'agit de faire aimer notre marque. Avant de vendre un produit, on est une marque. Et ensuite, il s'agit de les faire acheter. On va parler ici de RSE, de responsabilité des entreprises. Je vais enlever un tabou et peut-être une idée reçue dès maintenant. Évidemment, l'argent, la rentabilité sont au cœur de ces dynamiques-là. On évolue dans une société, dans un système économique qui ne laisse la place qu'aux choses qui sont rentables. Malheureusement, pour certaines considérations autour de la RSE, et on va les développer un petit peu plus tard, il y a évidemment cette notion qui est extrêmement présente, et qu'on va décliner par la suite. Évidemment, je rajoute un petit mécanisme d'auto-entretien. Faire aimer, c'est acheter, et acheter, c'est faire aimer. Et ça, on va le retrouver dans les dynamiques d'influence, notamment à travers la communication et la publicité de manière assez traditionnelle. Une petite slide pour s'arrêter là-dessus. La com et la publicité, elles évoluent avec le temps. Ce ne sont pas les mêmes qu'il y a quelques années. Je le formalise sous la phrase, c'est le reflet de la culture dominante de l'instant. C'est-à-dire que les tendances de communication, les tendances de publicité actuelles, c'est celles qui trouvent un écho pour nous, mais notre écho, il est construit par l'environnement dans lequel on évolue, qu'il soit familial ou qu'il soit professionnel. Quand on dit c'est une bonne pub, ça sera peut-être pas une bonne pub dans 30 ans. C'était peut-être pas une bonne pub il y a 20 ans. Pourquoi on trouve que c'est une bonne pub, un bon contenu? Parce qu'il a regroupé, il a mis en lumière, il a mis en scène des choses qui nous parlent, des choses qu'on vit. Et là, le ressort de la publicité, de la communication. Un petit changement de paradigme sur lequel on va revenir un petit peu plus tard. On est dans une évolution du rapport à la consommation en général. Les années 80, 90, 2000 étaient le royaume de l'acquisition, de posséder. Pour être heureux, il fallait posséder, si possible toujours plus. On est en train d'évoluer un petit peu, notamment autour des nouvelles contraintes posées par le réchauffement climatique, notamment les contraintes écologiques, puis aussi un développement autour des questions sociales, sociétales, qui nous amènent vers le fait d'être. On parle de bien-être, de santé mentale, des choses qui se détachent un petit peu du simple fait de posséder. Et évidemment que ces leviers sont activés par les marques dans la communication et dans la publicité pour nous convaincre, pour construire des stratégies d'influence. Donc, ce que j'étais en train de décrire, c'est cette évolution du narratif, de manière assez globale, autour de la communication et de la publicité. Et donc, ça se retrouve de manière concrète avec une évolution du branding. Quand on cherchait à jouer sur des leviers de consommation, quand on cherchait à activer cette petite touche de la levier de la psychologie du consommateur, on était sur le produit. Achète mon produit, achète mon service. C'est ça qui va te donner un nouveau statut. On plaçait le produit au centre. On évolue un petit peu pour arriver vers la marque. On parle de branding, d'ailleurs, de manière
très simple, on parle de branding parce que la marque a récupéré une place beaucoup plus grande. Au-delà d'acheter un produit, on achète une image de marque. L'association se fait aussi à ce niveau-là. Je vous prends un exemple. J'ai pas trouvé mieux l'image. Vous ne voyez peut-être pas très bien ici, c'est un camion frigorifique de la marque Jaouda. Pourquoi je vous ai pris cet exemple? Moi je viens ici à Casa depuis que je suis tout petit. Ma famille est originaire du quartier d'El-Ranc. Je me rappelle, j'ai un flash d'il y a peut-être 20 ans, devant la télévision, en train de voir un spot publicitaire de Jaouda, avec comme packshot, Jaouda c'est bon. Et je me rappelle d'avoir dit à mon père, mais elle est nulle cette pub, il n'y a pas de jeu de mots. J'étais dans un mindset européen, centré, dans le sens où il fallait un jeu de mots pour rendre le produit attractif. Où est-ce que j'avais tort? Il y avait deux réalités, il y avait deux marchés, et j'imagine que Jaouda, comme en 2025 à l'époque, était conseillé par des gens compétents, et ce slogan, cette signature de marque, fonctionnait. Hein, on était dans cet environnement, sur ce marché, et ça fonctionne. Désormais, on voit apparaître cette évolution du narratif, cette évolution du branding, avec un lien fort vers la nature. Le produit a disparu. On était sur le goût il y a 15 ou 20 ans. On est désormais sur ce que peuvent représenter le fait de consommer cette marque. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Où est la part de vérité? En tout cas, on imagine bien que Jaouda, ici, dans son branding, dans sa construction de marque, met l'accent sur le fait d'être une marque responsable, respectueuse de la nature, peut-être avec des produits naturels, bio, peut-être que les nouvelles gammes qui sont sorties autour de ça, qui sont sorties par la marque, reflètent un petit peu ce nouveau positionnement. Voilà, je vous prends l'exemple qui était le plus proche de moi parce que je ne suis pas ici pour vous montrer des exemples seulement franco-français, et c'était pour illustrer cette slide et cette évolution du narratif. On est donc en 2025 et à travers cette évolution du positionnement de Jaouda, qui est celui de l'immense majorité des marques, en tout cas celles qui ont la possibilité de faire de la publicité, de la communication à grande échelle, ça coûte évidemment de l'argent, hein, une petite marque avec un petit marché et peu d'employés n'a pas forcément la possibilité de lever autant de budget pour faire de la pub en télévision. Mais on est évidemment à l'heure de l'engagement des marques, comme Shaima présenté très bien en introduction. Hein, on a des exigences auprès de ces marques-là. Et pour les nôtres, pour les autres, je reviendrai un petit peu dans quelques slides sur ce qu'il y a derrière cette formule. Et on veut des marques citoyennes. Ça fait partie, la marque citoyenne, de l'auto-renouvellement de la communication et de la publicité qui se market en permanence. La RSE, peut-être qu'on n'en parlera plus en tant que tel pour quelques années. Hein. Toujours besoin d'un nouveau branding pour convaincre de nouvelles personnes, aller chercher de nouveaux marchés. On va désormais parler de marque citoyenne. Ok, on va donc attaquer la première partie de notre programme. Beaucoup de promesses, mais parfois suivi d'actes. Avant de rentrer dans le vif du sujet ici, je vous le disais un petit peu en préambule, pour bien comprendre la communication et la publicité, on a besoin d'avoir une certaine curiosité, une certaine ouverture et de maîtriser les principes fondamentaux d'autres disciplines. Et je vous ai agrandi un petit peu le logo de l'ESCA volontairement ici, donc la signature de marque de l'école, c'est Shaping Leaders. Vous allez être amené à occuper des postes à responsabilité dans tout un tas d'entreprises, d'institutions. Vous avez l'obligation, le besoin d'avoir cette vue transversale sur ces sujets économiques, politiques. J'ai rajouté philosophique parce qu'on va faire quelques petits sauts là-dessus sans trop s'attarder, mais voilà, je vous encourage vraiment à stimuler cette curiosité. Les réseaux sociaux, ils ont des travers, mais ils ont aussi, en usage perso, hein, j'entends, ils ont des travers, mais ils ont aussi
grands atouts, c'est-à-dire que vous pouvez très facilement accéder à des comptes qui font le travail de curation pour vous, qui vont chercher de l'information, qui traitent l'information. Je vous encourage vraiment à rester bien alerte, à rester bien curieux sur tous ces sujets. Voilà. On n'est pas là pour faire une revue de presse de l'actualité nationale et internationale, mais tout ce qui se passe en permanence a des implications sur vos vies et sur vos métiers. Là, si on parle uniquement d'un point de vue professionnel, parce que là, ma présence aujourd'hui, elle est motivée par le fait aussi d'accompagner votre formation professionnelle, vous avez ce besoin. Ok. Le temps du monde fini commence. Ça, c'est une formule que j'aime beaucoup, qui a presque un siècle aussi. Paul Valéry, c'est un écrivain, un poète, un philosophe aussi français, qui a écrit cette phrase dans un ouvrage pour parler du fait que la totalité de la surface de la planète avait été découverte. On est au cœur des empires coloniaux européens, hein, qui ont achevé leur tâche, hein, qui ont quasiment colonisé la totalité du globe à l'époque. Et donc, il y a une certaine mélancolie au sein de ces sociétés autour du fait que voilà, on n'a plus rien à découvrir. Qu'est-ce qu'on va faire désormais? Comment on va s'occuper? Cette notion du monde fini, elle a un autre écho désormais. Alors évidemment, on va laisser le contexte dans lequel cette phrase a été écrite à l'époque pour se concentrer sur ce que pourrait impliquer un monde fini actuellement. Ben, ça a fait appel aux ressources, hein, les théories économiques, les deux grandes théories économiques, du capitalisme libéral d'un côté, du marxisme de l'autre. Elles sont appuyées sur un tas d'éléments, de choses. En revanche, il y avait un point sur lequel elles avaient été un petit peu aveugles, c'est la disponibilité des ressources. Si on parle d'écologie, s'il y a un péril écologique à l'heure actuelle, c'est que cette question des ressources, avec autour de ça la question de la démographie, des inégalités, font que les troubles vont venir de l'allocation des ressources, notamment. Et c'est aussi un postulat de la RSE qu'on va développer juste après. Cette photo, elle a quelques jours. Elle a fait du bruit. Vous devez reconnaître Monsieur Elon Musk, donc passé devant un parterre de politiciens français les plus marquants de ces dernières années, en tout cas pour la réouverture de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Pourquoi je vous mets cette image? On risque de reparler d'Elon Musk, je spoil tout de suite, c'est quelqu'un que je porte très peu dans mon cœur, et c'est pas le cœur du sujet. Pourquoi je vous montre cette image? Parce qu'on dit une image vaut 1000 mots. On ne voit pas très bien ici, mais donc il y a Michel Barnier, qui était encore il y a quelques jours Monsieur Sarkozy et Monsieur Hollande, qui regardent Elon Musk comme si c'était qu'il avait le titre officieux de grand dirigeant de ce monde. C'est une image qu'on n'aurait pas vue il y a quelques décennies, et elle illustre parfaitement le changement de paradigme qu'il y a eu dans on va dire, au simple fait autour du pouvoir entre les États et les entreprises. L'État est en crise, les États sont en crise. Sur toute la surface du globe, il y a un philosophe français qui s'appelle Pierre Vaucin-Vallon qui parle de triple crise de l'État. Une crise de financement, on a du mal, la dette, les dettes publiques partout sur le globe progressent depuis très longtemps, qui amène à une crise d'efficacité, on a de plus en plus de mal à faire fonctionner les services publics, et qui amène une troisième crise, qui est une crise de légitimité. Vous voyez les troubles sur tous les continents autour de la contestation de beaucoup de régimes, quel que soit le pays ou la région du monde. Cette mise en retrait des États, elle a laissé la place aux entreprises, notamment aux multinationales. Ça ne va pas être le cœur du sujet ici,
Mais nous, sur les logiques d'influence, elles vont nous intéresser. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un transfert de responsabilité. L'État était en charge du progrès technique, de subvenir aux besoins de sa population, de lui assurer de la sécurité, de la santé. Plus en plus de ces prérogatives basculent vers le privé, vers les entreprises. Et c'est avec ça, sur ces postulats, qu'on arrive à la responsabilité sociale des entreprises, qui est un concept assez occidental, entre guillemets, dans le sens à nouveau européano et américano-centré du terme. En revanche, il s'appuie sur un diagnostic qui est valable à l'échelle du globe tout entier. C'est-à-dire qu'il y a un vrai péril écologique et qu'il y a des inégalités sociales, sociétales, et qu'il y a aussi un enjeu dans le cadre professionnel à améliorer les conditions de travail des salariés de manière assez globale. Voilà sur quoi repose la notion de responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Un pilier autour de l'environnement, un pilier autour du social, des relations dans les entreprises. Le péril écologique, vous maîtrisez aussi bien que moi, on ne va pas s'attarder là-dessus. Quand on parle d'inégalité sociale, sociétale, il y a des inégalités entre les hommes et les femmes, des inégalités, certains pays plus que d'autres, selon l'origine ethnique des gens. Le fait d'avoir un handicap dans le milieu professionnel, vous n'avez pas accès aux mêmes chances, vous ne partez pas sur le même pied d'égalité que les autres. Ces composantes sont celles de la dimension sociale, sociétale de la RSE. En tant qu'entreprise, dans le cadre déploiement d'une stratégie autour de la RSE, autant on peut être conscient de tous ces enjeux-là, autant il n'y a pas la possibilité d'être engagé et de prendre position sur tous ces sujets. Ou en tout cas de communiquer sur tous ces sujets. Pourquoi? Parce que vous perdez en crédibilité. Si vous prenez la parole sur absolument tout le scope de la RSE, votre message se dilue, vous perdez en efficacité. On va se demander aussi, mais il y a vraiment des actes qui suivent toutes ces prises de communication, toutes ces prises de parole. Donc il faut choisir ses combats, comme tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut traiter une partie et pas l'autre. En tout cas, en termes de communication, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, il faut choisir ses combats. Je vous ai mis trois modalités pour choisir ces sujets-là, pour les porter. Le choix du cœur. Bon, généralement, en entreprise, ça fera peut-être référence, écho chez vous aux expériences que vous avez pu avoir, que vous avez en ce moment dans le milieu professionnel. Les sujets de RSE, ils sont souvent incarnés, portés par des gens au sein de l'entreprise. Souvent, ça vient du dirigeant ou de la dirigeante qui a la main sur la stratégie d'entreprise et qui se dit, je prends un exemple, mon fils, ma fille en situation de handicap, j'ai envie de porter ce sujet au sein de mon entreprise, j'ai envie de mettre de l'argent, de communiquer autour de ça, de mettre en place des actions et de construire ma stratégie autour de ça. Ça, c'est un premier choix, on va dire, naturel, qui vient de l'interne, qui est porté par les gens qui travaillent au sein de l'entreprise et en premier lieu, les gens qui l'ont fondé, en tout cas, de manière assez classique. C'est un schéma assez classique. Le deuxième volet, c'est des sujets qui vont parler à vos parties prenantes, que ce soit vos clients, vos actionnaires, vos fournisseurs. Si vous êtes une marque de textile, il y a de grandes chances que vos sujets de RSE tournent autour du recyclage, de la seconde vie des produits. Ça serait assez logique, ce sont des sujets qui vont parler à vos parties prenantes, vous allez pouvoir capitaliser, créer de l'engagement autour de ça. Le troisième volet, et on va en reparler tout de suite après, c'est il y a des sujets qui sont aussi porteurs en termes de business. Malheureusement, moi je garde un certain idéal autour de ces questions-là, autour de mon métier, j'ai aussi des engagements personnels, politiques, on a envie de rendre le monde meilleur, et on a envie de se dire que la RSE, ça va être aussi laisser totalement de côté la question financière et de leur rentabilité. Malheureusement, c'est pas ça.
pas, les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir dissocier la RSE actuellement de ces sujets. Donc le troisième volet, c'est des sujets qui sont porteurs. Il y a des sujets en matière de RSE qui sont porteurs, qui permettent de créer de l'engagement et qui vont déboucher en temps 2, en temps 3 sur des opportunités business à travers des personnes qui vont s'engager sur vos sujets, qui vont dire ah ben moi je me vois bien consommer les produits de cette marque parce que m'afficher avec le logo de cette marque va me rendre aux yeux des gens une personne qui a conscience, en tout cas qui est OK avec les valeurs de cette marque et qui a envie de se dire voilà, en portant ce t-shirt. Je ne spoil pas l'exemple que je prendrai par la suite. Voilà, il y a des signes, hein, on parle de consommation ostentatoire. Il y a des sujets qui sont plus porteurs que d'autres. Ok. La relation, je le disais donc, est étroite entre RSE et business. Les stratégies RSE déployées en entreprise, elles répondent aussi à des enjeux de ROI, de retour sur investissement, c'est factuel. Au-delà du bien fondé et de l'authenticité des engagements, il y a ces sujets-là qui rentrent en ligne de compte. La relation est très étroite. C'est un investissement, la RSE. Pourquoi c'est un investissement? Parce que ça coûte de l'argent de mettre en place une stratégie RSE, avant même de communiquer. Moi, par exemple, je travaille avec des labels RSE, des entreprises qui labellisent, des structures qui labellisent les entreprises, hein, qui disent voilà, vous avez un cahier des charges. Si vous répondez à tout ce cahier des charges au sujet de votre consommation énergétique, de vos fournisseurs, de l'ergonomie de vos machines, et puis sur le volet social, il n'y a pas d'inégalité salariale entre les hommes et les femmes, vous avez intégré des personnes en situation de handicap, vous avez la possibilité d'utiliser notre label RSE. Voilà, en gros, je vous résume classiquement le processus d'une labellisation RSE. Ben, cette labellisation RSE, elle coûte de l'argent, de plusieurs manières. Déjà, elle coûte de l'argent de manière très factuelle. Hein. Il faut payer l'entreprise qui labellise pour pouvoir ensuite utiliser l'image du label, mais vous allez utiliser du temps, vous allez changer vos process, tout ça a un coût. Mais c'est que dans un temps 2 que vous allez tirer bénéfice de cette labellisation. Parce que vous rafraîchissez votre branding, vous allez avoir accès à de nouveaux marchés, vous allez avoir des fournisseurs qui proposent des produits innovants, qui sont peut-être maintenant un petit peu chers, mais qui vous permettront de prendre un temps d'avance en temps 2. Tout ça, ce sont les ressorts de la RSE. Et donc c'est un investissement, c'est un coût, et qui se retrouve d'ailleurs de manière très factuelle. Je ne suis pas là pour vous montrer ces chiffres, en plus ce label-là il est franco-français, c'est pas l'enjeu, mais en année plus 1, en année plus 2, les chiffres post-labellisation RSE en termes d'augmentation du CA sont faramineux, en tout cas sans changer le reste des process ou politiques économiques, de politique de stratégie d'entreprise, vous avez une augmentation qui est très claire. Ok. Pour mettre un petit peu de lien sur tout ce qu'on vient de dire, et aussi pour s'attaquer à une idée reçue qu'on peut avoir autour de la RSE. La RSE, c'est pas un examen qu'on réussit ou qu'on ne réussit pas. On ne peut pas dire cette entreprise elle est RSE et celle-ci elle ne l'est pas. La RSE, c'est une démarche. C'est sur le temps long. C'est pas une photo figée à l'instant T. Est-ce que oui, vous êtes une entreprise engagée? Est-ce que vous êtes une entreprise qui a des engagements et qui continue d'en prendre? Elle est là, la notion à bien garder en tête. Si on a une politique RSE, des engagements d'entreprise extrêmement efficaces, honnêtes, sincères, qui en plus créent de l'engagement pendant 5 ans, et qu'on s'arrête de le faire pendant 5 ans, ça n'a aucun impact. C'est une philosophie. La RSE, c'est quelque chose à plugger dans son ADN d'entreprise. Hein, et c'est très important de garder en tête que cette image, cette démarche, elle amène sur le temps long. Hein, et c'est pour ça que la communication est très liée à la stratégie, et c'est pour ça que la RSE, dans la plupart des entreprises, actuellement, est rattachée au département de la communication, quand c'est pas un département indépendant. Parce qu'il y a des vrais enjeux de communication autour de ça, sur le temps, ça participe du branding de la marque. Voilà, c'est vraiment une slide qui est importante dans cette présentation. Je voulais vous le mettre noir sur blanc.
Je vous prends des exemples grossiers, puis après on va voir un petit peu moins grossier, du fait qu'un engagement RSE, une activation, ne cache pas, ça ne peut pas être l'arbre qui cache la forêt. Bon, je vous prends les rois du greenwashing, on n'a pas encore parlé de greenwashing, on n'aura pas le temps de trop développer aujourd'hui, mais vous connaissez les enjeux autour du greenwashing. Bon, les plus célèbres en tout cas, ceux qui ont été les premiers à l'industrialiser, c'est McDonald's. Bon, McDonald's, je ne sais pas si c'est le cas au Maroc, en tout cas en France, ils ont supprimé les pailles en plastique il y a de ça 3 ans. C'est le cas aussi? Ok. Ça va aller. Bon, McDo supprime ses pailles en plastique et fait une grande opération de communication autour, c'est bonne guerre, hein. Donc ça va avoir un coût pour eux, on en attend pas moins d'une marque qui génère ces chiffres-là. Bon, en revanche, là, c'est des desserts qu'on trouve dans les Happy Meal notamment. Vous avez 3 quartiers de pommes dans du plastique, avec la prétention de labelliser justement ces pommes, disant que ça vient de l'agriculture responsable, blablabla. Ok, avec un autre label fruits et légumes de France. Bon, vous voyez que c'est pas parce que McDo fait une grande opération autour de la suppression de ces pailles que ça en fait une entreprise écologiquement responsable et engagée. Hein. Donc c'est pour illustrer un petit peu le dézoomer. Je prends un autre exemple. Plus touchy, mais vous allez comprendre. Elle vous dit quelque chose cette campagne? Oui. Ouais. Quelle marque est derrière Nike. Je fais un petit rappel pour les personnes qui n'ont pas forcément en tête. Cette personne, c'est Colin Kaepernick, qui est un quarterback de football américain, une star du football américain aux États-Unis. Donc là, on est en 2016. On est vraiment au début de Black Lives Matter et ça commence à être vraiment tendu autour de ces questions. Et lui, avec d'autres coéquipiers, il choisit de poser un genou à terre pendant l'hymne. C'est blasphématoire aux États-Unis. C'est un acte extrêmement fort. Qu'est-ce qui va se passer? Il va être mis de côté par son équipe, alors que c'est le meilleur joueur de son équipe, c'est l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Et donc il va être ostracisé, il va mis au chômage. Et c'est touchy. Il y a des menaces de mort. Donald Trump, il est candidat à l'époque, il n'est pas encore président, il est candidat. Il l'insulte, il consacre du temps dans ses discours, c'est très touchy. Nike, qui est quand même en pointe hein, sur les sujets d'engagement, en tout cas qui ont une communication extrêmement efficace autour des enjeux sociétaux, il a des discussions pour rompre son contrat. Parce que c'est trop touchy, parce que l'image de la marque est trop exposée pour la réputation. Et il y a une personne chez Nike qui va dire non, attendez, laissez-moi faire une propale à la direction. Une seule. Et qu'est-ce qu'il va faire ce gars-là? Il va dire, je vous propose qu'on prenne complètement le contre-pied et on va en faire une vraie campagne à proprement parler. Et on va en faire une campagne qui dit donc, la signature, elle est parfaite, en tout cas, la punch est incroyable. Donc croire en quelque chose, je vais traduire, croire en quelque chose, ça veut dire aussi sacrifier tout, tout sacrifier si nécessaire. Je vous ai volontairement laissé l'engagement du tweet. Donc il y a presque 600 000 likes sur le tweet, c'est énorme. Presque 250 000 retweets à l'époque. J'étais encore Twitter. Bon, c'est une campagne qui va générer presque des centaines de millions de dollars. Elle va être déclinée avec Serena Williams, avec les grandes figures de Nike. Et ça restera comme une campagne emblématique de marques qui s'engagent sur ces sujets. Ça, c'est une vision de la politique de Nike sur ces sujets. L'autre, c'est quoi? C'est genre, c'était pire il y a 10 ou 15 ans, mais les produits Nike sont encore fabriqués dans des conditions exécrables, avec des personnes parfois beaucoup trop jeunes qui travaillent je ne sais combien d'heures d'affilée. Et tout ça, c'est aussi dans une logique de RSE. Donc, c'est jamais tout blanc, jamais tout noir. Il y a toujours des engagements qu'il faut mettre en avant, mais la première campagne avec Colin Kaepernick ne peut pas faire de Nike une entreprise 100% RSE sur ces sujets. C'est pour ça que je voulais l'illustrer de cette manière. Ok.
Donc on revenait sur ce transfert de responsabilité entre l'État, la puissance publique, vers les entreprises, notamment les grandes entreprises qui ont la possibilité de faire de la communication et de la publicité. À l'époque, il y a encore quelques années, la RSE, c'était bien de l'avoir, c'était cool. On va le voir après que ça crée de l'engagement, notamment en ligne. C'était un nice to have. Désormais, c'est un must have. Les marques, notamment les grosses marques, exposées en ligne avec des grosses communautés, c'est un must have. Pourquoi? Parce qu'il y a une exigence des consommateurs. Nous, comment on fait vivre ces marques? En les achetant, en achetant leurs produits, leurs services. Si une marque nous déçoit, on va juste arrêter de consommer. Et si on arrête de consommer, vous connaissez les enjeux pour ces marques. Donc on est passé sur le must-have. Les contenus engagés, en moyenne, c'est 1/3 d'engagement supplémentaire en ligne. C'est assez simple, hein. Vous suivez vos marques préférées en ligne, vous voyez un post disant « Ah oui, on a des super résultats financiers cette année, on a fait plus 3% de CA. » Ok, cool. Par contre, si vous voyez un contenu de la marque qui dit « On a lancé un grand programme d'inclusion des travailleurs en situation de handicap », le like il va être beaucoup plus facile. C'est normal, c'est des sujets qui nous touchent. Ça vient toucher la psychologie du consommateur. Ici, c'est le fait de se donner bonne conscience, ou en tout cas de se dire « Ah oui, j'ai envie de donner de la force aux marques qui commencent des démarches d'engagement. » C'est assez logique. En tout cas, les réseaux sociaux, les algorithmes des réseaux sociaux font la promotion aussi de ces contenus. Tout s'auto-entretient. C'est assez logique. Je vous ai mis un nuage de mots qui va du coup être peut-être difficilement lisible pour vous, c'est pas très grave. On va pas s'attarder trop là-dessus. C'est une étude qui a été faite par VisiBrain, on reviendra un petit peu plus tard, qui est un outil de social listening, qui est le meilleur outil de social listening à mon sens, actuellement disponible, qui, avec son nuage de mots, bon là en plus les couleurs sont pas très... on a du mal à les distinguer d'ici, donc je ne vais pas m'attarder trop sur cette slide. En tout cas, il y a des grandes thématiques, il y a des tendances qui sont facilement identifiables pour construire des stratégies RSE, et on va revenir dans la troisième partie sur ce sujet. Donc la nouvelle promesse, on disait il y a beaucoup de promesses, et parfois rarement suivies d'actes, c'est que il faut des preuves, il faut des éléments de preuve. Et là, on va arriver sur les dispositifs d'influence et les gens, les personnes qui vont incarner, qui vont porter la parole de l'entreprise sur ces démarches d'engagement. Parce que pour prouver, il faut aussi s'appuyer sur des personnes qui portent ces messages. Et pour se démarquer en ligne, actuellement, Madame Chana parlait très justement dans son introduction des réseaux sociaux qui sont saturés, de l'espace digital qui est saturé. Pour se distinguer, il faut performer. C'est aussi simple que ça. Il faut plaire aux algorithmes. Et pour plaire aux algorithmes sur les sujets de RSE, il faut évidemment construire des stratégies qui sont pensées de manière verticale et aussi horizontale. Et nous, on va appuyer aujourd'hui sur des stratégies d'influence B2B. Le mode d'emploi. Bon, ça fait suite à ce qu'on se dit depuis quelques minutes maintenant, mais avec vérité. Il n'y a aucune entreprise qui va changer le monde avec sa stratégie RSE, c'est impossible. En revanche, et c'est le travail des communicants et des publicitaires, il faut le faire croire. Ce sont ces enjeux-là de pousser ce narratif, de s'appuyer sur des éléments qui montrent que, par l'engagement de l'entreprise, elle apporte sa contribution à l'évolution du monde dans la bonne direction. En B2B, et pas forcément B2B, c'est à mon sens une vérité générale, la meilleure publicité, c'est celle qu'on fait pour vous, c'est pas celle que vous faites pour vous-même. Si je vous dis, je suis le meilleur consultant en affaires publiques en France et au Maroc, vous allez me dire, ouais, c'est toi qui le dis. Si c'est Madame Chaima qui le dit, pour moi, elle l'a pas dit. Tout de suite, c'est un autre point. Elle est qualifiée, elle a une audience, elle a sa propre communauté. On reviendra sur ces slides un petit peu plus tard. Donc évidemment, il s'agit aussi
de faire incarner votre message pour le crédibiliser à des personnes qui sont elles-mêmes crédibles. Elle est là la dynamique de l'influence. Donc, si on doit, dans les grandes lignes, en une ou deux phrases, définir l'influence digitale, c'est ça. Hein, c'est connecter avec ces parties prenantes sur tous les supports de l'espace digital. Hein. C'est-à-dire que dans l'espace digital, évidemment, il y a les réseaux sociaux. Ça représente maintenant 90% de notre consommation de contenu, de ce à quoi on est exposé sur le volet digital, ce sont les réseaux sociaux. Mais il y a les sites internet en tout genre, il y a des espaces de discussion. Si je vous dis forum, ça sonne un petit peu années 2000, mais il y a les espaces commentaires, par exemple, de tout type de plateformes, qui ne sont pas forcément des plateformes sociales, où se jouent des mécaniques d'influence. Et là, je vous encourage à remettre de temps en temps vos lunettes de marketing et de la communication. Il y a des dynamiques d'influence absolument partout, hein, qui sont perceptibles ou pas. Moins elles sont perceptibles, plus elles sont efficaces. Parce que le cerveau humain, par définition, par nature, nous on n'est pas trop chaud quand on voit qu'on est en train de se faire convaincre, quand on est en train de se faire influencer. C'est logique. Mais là, non. Je suis maîtresse de mes décisions. On n'aime pas trop voir se dessiner l'influence. En revanche, elle est partout. Plus elle est dissimulée, plus elle est efficace. Quel type de marques peuvent faire de l'influence digitale ou recours à l'influence digitale? Bon, sans surprise, on va évidemment avoir les entreprises. Ça reste le cadre d'études principal, et notamment comme ça s'appelle. On va aussi avoir des personnes célèbres, les personnalités publiques, qui sont des marques aussi à proprement parler, et qui sont des marques puissantes. Regardez la taille des communautés, des artistes ou des sportifs les plus suivis. Pas besoin de rentrer dans le détail pour comprendre à quel point ce sont des marques qui pèsent. On a aussi le volet politique. Dans le jeu politique, il y a évidemment de l'influence, à tous les niveaux. L'influence, non pas marketing, mais l'influence digitale est arrivée dans le milieu de la politique depuis déjà quelques années. Et si ça marche dans le milieu du business, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas dans le milieu de la politique, parce que ce sont les mêmes leviers qui sont activés, qui nous rappellent à la même psychologie du consommateur. Et sur un volet un peu similaire, on a tous les groupements d'intérêt qu'on peut appeler ONG, associations, qui n'ont rien à nous vendre à proprement parler, il n'y a pas de produit ou de service, mais elles, leur agenda, c'est nous faire avoir des convictions, passer des idées, que ce soit sur le volet écologique, sur le volet social, sociétal, politique. Voilà la typologie des marques qui peuvent avoir recours à de l'influence digitale. Nous, on va évidemment se concentrer sur les entreprises aujourd'hui, c'est le cœur de la suite. L'objectif, il est simple, c'est mener la conversation en ligne. L'idée, la conversation en ligne, ça veut dire quoi? Qu'on parle de nous le plus possible et qu'on parle de nous de la meilleure façon possible. Et surtout par rapport à la concurrence. Si on reprend nos quatre types de marques ici, tout type, sur ces 4 typologies, il y a des volets de concurrence. Les entreprises, évidemment, les célébrités, évidemment, il y a des marchés à prendre. Si vous êtes sponsorisé Gucci ou Louis Vuitton, ce ne sera peut-être pas votre rival sur la scène pop-rock. Les partis politiques, évidemment, c'est la nature même du jeu politique. Mais les associations aussi. Moi, je travaille avec des ONG et des associations. Je leur dis, mais votre espace, là, vous poussez des sujets autour de l'écologie, autour du recyclage. Mais il y a plein d'associations qui portent ces sujets-là. Vous, le nerf de la guerre, c'est d'avoir des gens qui vous donnent de l'argent, qui font des contributions, des dons. Mais si vous faites de la mauvaise communication, les gens vont donner aux concurrents. Alors certes, vous n'avez pas un but lucratif, mais vous êtes exposé à la concurrence comme tout le monde. Ok, donc, on était là-dessus, sur mener la conversation. Et l'influence digitale, ici, l'enjeu, c'est de le personnifier comme un logiciel de traduction. L'influence digitale, c'est un logiciel de traduction.
quand on a recours à des influenceurs B2C, par exemple, hein, on revient sur l'influence très traditionnelle, ben, comment on choisit un influenceur ou une influenceuse avec qui on va bosser? On a notre cible. Vous êtes la marque X, vous êtes la marque CDL, par exemple. Voilà. Pas la marque de la bouteille, mais on la garde en tête. Vous avez envie d'aller toucher une cible jeune de 20 à 30 ans. Vous voyez que sur ce segment-là de marché, vous n'êtes pas assez compétitif. Vous avez besoin que quelqu'un incarne votre message. Bon, vendre de l'eau, ok, c'est nécessaire pour rester en vie, mais c'est pas le produit théoriquement le plus sexy. C'est compliqué d'incarner un message intéressant, de créer de l'engagement autour de ça. Ben, vous allez chercher un traducteur, une traductrice, un influenceur, une influenceuse, dont le cœur de la communauté, c'est les 20-30 ans, qui leur parlent dans leur langage, avec des contenus humoristiques ou pas humoristiques. Voilà pourquoi vous allez chercher les influenceurs. Ils traduisent votre message de marque. Pour ça, vous les payez. C'est les mêmes logiques en B2B, tout simplement. Et donc, ce logiciel de traduction, cette métaphore, on va la garder pour les slides qui suivent. 3 types de traducteurs. On parlait de l'influence B2C, hein, très produit, très service. L'influence B2B, en digital, on va décliner ça dans les slides qui suivent. Et on a aussi une influence très sous-marine, très dissimulée, qui n'est pas incarnée, mais où il y a de l'influence quand même. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas le cœur de notre conférence aujourd'hui. Et en plus, les slides sont pas lisibles. Je vais juste prendre... Ici, j'ai fait une capture d'écran où je préparais cette conférence. J'ai pris une capture d'écran du site Jiffy, hein, qui est la plateforme classique où on va chercher ses gifs. J'ai tapé Ballon d'Or. J'aime beaucoup le football. Ballon d'Or, bah, vous savez que dans l'imaginaire collectif, les gens qui vont avoir Cristiano Ronaldo en tête dans un premier temps et d'autres qui vont avoir Lionel Messi. Là, je tape Ballon d'Or. Volontairement, on ne va pas parler de football aujourd'hui. Et on a Messi sur les 10-15 premières images qui sort 5 ou 6 fois. Cristiano Ronaldo 0 fois. Je vois des têtes qui ne sont pas d'accord, malheureusement, c'est la loi de l'algorithme. Mais nous, on a nos lunettes de com et de marketing. Pourquoi il y a Messi ici? Et il y a un détail qui est encore plus important et qui va nous montrer qu'il y a de l'influence ici. Là, Messi, ses Ballons d'Or, il les a gagnés avec qui? Avec Barcelone. Là, il a le maillot de Miami. Il n'en gagnera pas avec Miami. Comment? Alors, plus que ça encore. Parce que qui a fait monter les gifs haut dans l'algorithme? Les Américains. Là, vous cliquez sur les gifs, les comptes qui les ont mis, c'est la MLS, donc la Ligue de football américaine, et son club. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux financiers énormes derrière. Mener la conversation en ligne, ça veut dire que quand vous négociez votre contrat, qu'est-ce qu'on montre maintenant actuellement? Qui parle de vous en ligne? C'est quoi votre communauté? Où est-ce que, à quel niveau vous êtes accessible? Quand Messi aura le maillot de Miami avec le sponsor, j'ai oublié lequel c'est. Forcément, vous ne négociez pas de contrat de la même manière. Donc ils sont là les enjeux d'influence. Et on pourrait même dire par exemple, encore plus loin, ouais, mais ça se trouve c'est un hasard, c'est pas vraiment les Américains qui l'ont fait monter ici. Ok, bah, à ce moment-là c'est une erreur. Parce qu'il aurait fallu, si on veut faire de la bonne influence, il aurait fallu le faire. Moi je sais que c'est le cas, ce serait improbable qu'il n'y ait pas eu de l'argent mis dedans pour le faire monter, mais en effet, il y a des logiques d'influence derrière. Oui, il y a une main qui se levait. Il n'y a pas vraiment un message subliminal, c'est-à-dire qu'en fait, en tout cas le message subliminal ici, c'est d'associer des choses à des mots. Là, Ballon d'Or, si quelqu'un qui ne connaît pas le foot, parce que ça, c'est valable sur Jiffy, mais c'est valable sur Google, la logique des algorithmes, elle est valable partout. Plus vous êtes haut dans les résultats, plus vous êtes visible. Les gens ne vont pas scroller 1000 fois pour se faire une idée des choses. Donc là, je vous ai pris quelque chose qui parle à tout le monde, entre guillemets, mais c'est valable pour tout. Et sur les nouveaux sujets, les nouveaux marchés, si vous êtes capable de faire monter votre marque ici, vous avez tout gagné. Parce que vous êtes dans l'imaginaire des gens, vous êtes dans leur subconscient. Là, j'avais pris d'autres images ici. Par exemple, on va prendre un autre exemple. Ici, c'est le site Pexel, c'est un site où vous trouvez les images HD, je pense que vous le connaissez ici. Quand on tape téléphone, il y a un Samsung et il y a 10 iPhones. Il y a de l'influence ici. Moi, pourquoi j'ai un Mac ici? Parce que je l'ai perdu cette bataille de l'influence, comme beaucoup ici dans le monde, je pense. Apple,
sont les rois de l'influence. Alors on sort un peu de la RSE, mais qui fait la promotion d'Apple? C'est les gens eux-mêmes en consommant. Ils n'ont même plus besoin de faire de la publicité. Leur logique d'influence, elle est déjà active, elle s'auto-entretient. On va y revenir un petit peu plus tard. Ok, donc ça c'est pas le cœur du sujet, l'influence entre guillemets subliminale, mais pour vous dire qu'il y a de l'influence partout. Partout, partout, partout. Ok, on revient sur le B2B. 2 programmes pour faire de l'influence B2B. Les Key Opinion Leaders, les calls, le volet externe, et le programme ambassadeur interne, par d'employés advocacy, pour l'influence B2B avec les gens qui travaillent au sein de l'entreprise. Les calls, qui sont les traducteurs externes, externalisés en tout cas, donc évidemment qu'on paye. Qui sont-ils? Il y a les professionnels de votre secteur, de votre marché. Là, j'ai pris une image d'une chirurgienne. Pourquoi? Parce qu'au moment où j'étais en train de préparer cette conférence, je joue au paddle, partenaire de paddle, Céline, il travaille aussi dans la communication, et il était en train de m'expliquer, le soir où j'étais la veille, comment il était en train, lui, de faire de ses clients chirurgiens-chirurgiennes des calls, des futurs calls qui pourront être activés plus tard dans des stratégies de communication d'influence. C'est-à-dire des gens qui ont une parole, qui portent, qui ont une communauté en ligne, qui sont déjà identifiés comme tels, qui ont un volet d'expertise et qui vont pouvoir être sollicités après par des marques pour faire leur propre promotion. Typiquement, cette chirurgienne ou ce chirurgien, qui va l'activer après dans le cadre de campagnes d'influence? Par exemple, les marques qui fabriquent du matériel de chirurgie esthétique. Je ne suis pas spécialiste du domaine, mais voilà, vous êtes une marque qui fabrique des lasers pour enlever les rides. Notre ami Selim a fait monter Madame, a fait exploser sa communauté à 150 000 abonnés. Elle prend la parole dans les médias, elle a un fort taux d'engagement en ligne. C'est une Key Opinion Leader. Son métier, c'est pas d'être influenceuse B2C. Elle travaille. En revanche, elle a un volet d'expertise qui fait que c'est un relais d'influence pour les marques qui vont la solliciter après. Évidemment, qui vont la payer. On a aussi les personnalités des médias. Alors, selon les pays, la législation autour des journalistes et du fait que vous n'avez pas forcément la possibilité de rémunérer des journalistes n'importe comment, c'est encadré. C'est une législation particulière, mais les gens qui ont accès au volet médiatique, elles sont toujours aussi importantes. Est-ce que la télévision et les journaux ont disparu avec l'arrivée des réseaux sociaux? Non, ils sont simplement aussi sur les réseaux sociaux maintenant. Moi, je ne regarde pas la télévision, par exemple. Mais tous les jours, je vois des émissions de télévision. Pourquoi? Parce que je suis des comptes qui mettent des captions et des passages d'émissions télévisées. Et les animateurs et les animatrices de télévision ont toujours autant d'influence parce qu'ils ont même un autre terrain de jeu, puisqu'ils se retrouvent sur les réseaux sociaux en plus d'être accessibles en direct à la télévision. Et enfin, on a les acteurs institutionnels. Quand on parle d'influence, généralement, il y a des enjeux législatifs. Il faut faire évoluer un petit peu la loi autour de notre marché pour... alors là, on va arriver sur des volets d'affaires publiques, voire de lobbying. Ce n'est pas le cœur de la conférence ici, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans cette presse. Oui. Donc les calls, si j'ai bien compris, c'est un peu des traducteurs avec une casquette d'expertise. Exactement. Ce sont des influenceurs, comme si c'était des influenceurs et des influenceuses B2B, mais qui... un influenceur et une influenceuse peut faire la promotion de n'importe quel produit. On va chercher un influenceur ou une influenceuse. Pourquoi? Parce qu'elle a une grosse communauté. Parce qu'il est suivi, parce que les gens l'aiment énormément. Les calls, ils ont un métier, ils ont une expertise. Ils sont calls parce que ce sont les meilleurs dans leur métier ou qu'ils sont identifiés comme étant les meilleurs dans leur métier, que leur branding est celui-ci. Ouais. Ça peut être des personnes physiques comme des personnes morales ou bien... Alors, là, on va rester quand même sur l'influence incarnée, c'est-à-dire incarnée par des personnes. On va dire que 95%, ça reste quand même des personnes physiques.
avec lesquels on peut communiquer. Et on va revenir quand même sur le fait que pour faire de la bonne influence, il faut qu'elle soit incarnée, il faut qu'il y ait une personne. C'est compliqué pour une marque de faire de l'influence à proprement parler. En revanche, une marque, si je vous dis, on va reprendre, je savais qu'on allait parler dans la conversation, si je vous dis SpaceX, si je vous dis Tesla ou si je vous dis X, on pense tous à Elon Musk. La communication de ces marques, elle est incarnée à quasi 100% par une seule personne. C'est lui le cause. Il n'a même pas besoin d'avoir une équipe de communication, j'abuse. Et il en a une, même si je pense qu'il ne l'écoute pas beaucoup. Mais c'est lui la communication de la marque. Mais intrinsèquement, Tesla et SpaceX, ce sont aussi des vecteurs d'influence parce que au-dessus, il y a Elon Musk, qui est son propre média, qui est son propre canal de communication. Voilà, on pourra revenir sur ces sujets. Et donc, voilà, j'ajoutais les acteurs institutionnels qui peuvent aussi être activés dans le cadre de stratégies d'influence. Quel dispositif on peut utiliser dans ces stratégies d'influence? Bon, les activations social media très classiques, des vidéos, des prises de parole, des contenus, on va dire, un petit peu promotionnels. Mais n'oubliez pas qu'on est dans un cadre RSE, donc il s'agit d'avoir quand même des contenus authentiques. On va sur place dans les entreprises, on va aller voir quels sont les process de fabrication du produit. Vous voyez que là, c'est très sécurisé. On a une équipe qui veille à la mise en conformité de nos produits. Ils sont eux-mêmes dans un environnement safe. Vous voyez, ils ont des casques, ils ont un équipement de protection. Bon, il faut un ADN d'authenticité autour de ces contenus. Sur des volets institutionnels, on a les sondages et les études qui sont toujours des gros leviers d'influence parce que quand ils sont portés par des calls, ils ont tout de suite une toute autre portée. Les sondages et les études, c'est pas, en tout cas les sondages, c'est pas réservé au milieu politique au moment des élections. Bon là, les élections américaines viennent de se terminer, il y avait des sondages tous les jours. Mais les marques sont les principaux clients des instituts de sondage. Pourquoi? On va reprendre Jaouda. Ils veulent lancer un nouveau yaourt Gourmand. Ils ont besoin de savoir si le marché est prêt. Ils vont peut-être commander un sondage pour savoir déjà si les gens ont toujours envie de manger du yaourt. Si les gens ont besoin de voir que le process de fabrication est plus durable, blabla, le lait, les process, je sais pas trop quoi. Et si les gens seraient intéressés par avoir un nouveau parfum à vendre. Tout ça, ça rentre dans le cadre d'études ou de sondages sur des marchés, des thématiques un peu particulières, qui, une fois qu'ils sont portés par l'école, parce que quand vous avez des sondages derrière, vous avez les résultats des sondages. Les résultats des sondages, on les trouve où? Dans les médias, on les trouve en ligne. Et ça, il faut qu'il y ait des gens qui puissent les porter. Si le sondage interroge 1000 personnes, que les résultats sortent et que personne n'en parle, ça ne sert à rien de payer un institut de sondage pour le faire. Il faut qu'il soit porté, qu'il soit incarné et qu'il soit analysé. Derrière un sondage, le sondage, il a vocation à être intégré dans un narratif, dans une communication. Et ensuite, il y a le volet événementiel. L'événementiel, quand on parle de salons, quand on parle de conférences, il y a des gens qui ont accès à ces endroits-là, qui peuvent porter des messages, et qui peuvent aussi porter des messages de marque. Donc vous, en tant que marque, vous n'avez peut-être pas la possibilité d'accéder à des stages ou à des conférences. En revanche, des calls, des influenceurs ou des influenceuses B2B peuvent porter ce message de marque pour vous dans ce cadre-là. Et l'événementiel, c'est toujours un moyen extrêmement efficace de faire du réseau, de rencontrer du monde, de créer des relations économiques. Et dans le cadre de la RSE, vous avez la possibilité d'utiliser ça pour apporter vos éléments de preuve. En ligne, sur les réseaux sociaux, c'est facile de faire des grandes promesses. Quand par contre on vous invite sur scène et vous êtes face à un public et que vous pose des questions, vous avez des choses à mettre en avant. Si vous ne voulez pas être accusé de greenwashing et de prendre un bad buzz, autant avoir bien préparé ce sujet. Ok. Je le disais tout à l'heure, les calls, ils ont leur propre communauté. Des communautés qui sont engagées. Donc on voit un petit peu, on en parlait tout à l'heure,
le volet un petit peu d'influence descendante. Les calls, on va dire que c'est des super influenceurs, mais au-dessous, il y a des influenceurs. Il y a des calls qui sont influencés par des calls au-dessus d'eux. Hein. Donc, en tant que marque, identifier la bonne personne pour porter votre message, ça vous permet, quand vous accédez à quelqu'un en haut, d'aller toucher le reste de la chaîne. On parlait d'Apple. Bon ben voilà, Apple, ils sont arrivés sur cette chaîne, ils l'ont gagné très vite. Quand on parle de RSE, aussi, on parlait du textile tout à l'heure, il y a la marque Patagonia, qui est réputée pour être... tout le monde la connaît, la marque Patagonia. Bon, dans le petit milieu de la communication, de la publicité, c'est toujours pris en exemple pour être une marque en avance sur ces sujets-là. Bon, où est la vérité? Oui, ils travaillent mieux que d'autres marques, mais avant tout, Patagonia, ils ont gagné la bataille de l'influence par rapport à eux. C'est ancré dans la tête des gens que Patagonia, c'est une marque responsable qui fabrique ses vêtements avec des produits durables, blabla. On va même pas les vérifier derrière. Mais il y a des calls qui ont porté ce message et qui continuent à le porter et qui travaillent pour Patagonia sans même que Patagonia ait à faire réellement de la communication. En tout cas, elle pourrait s'en passer. Donc il y a vraiment cette dynamique d'influence descendante. Ensuite, on a le deuxième volet, les ambassadeurs internes. Et c'est très important. Ok, l'influence, c'est bien d'avoir recours à des gens qui ont des grosses communautés. Mais ça ne doit pas faire l'économie d'utiliser les gens qui sont les plus authentiques et qui connaissent le mieux votre marque. C'est qui? C'est les gens c'est vos salariés, c'est les gens qui travaillent chez vous. Ils la vivent au quotidien, votre marque, ils la connaissent mieux que tout le monde. C'est eux qui peuvent aussi porter ce message. Et on parle d'employés advocacy, de programme ambassadeur. Qui sont les ambassadeurs, les advocates? La direction, les patrons, les patronnes. Ça peut être n'importe qui dans la boîte qui a une expertise ou qui a une exposition en ligne. Vous avez dans chaque boîte des gens, notamment sur les réseaux sociaux professionnels, en l'occurrence LinkedIn en premier lieu, qui communiquent plus que les autres, qui sont toujours contents de mettre du contenu autour de leur entreprise. Ah ben voilà, on avait une journée d'intégration, de sensibilisation autour de cette thématique. Sans que vous leur demandiez, ils vont faire un post, ils vont vous créer du contenu, ils vont créer de l'engagement autour de votre stratégie d'entreprise. Bon ben ces gens-là, il faut les intégrer à la communication et à la stratégie. Et ça, c'est porteur d'influence, parce que c'est une communication qui est authentique. C'est une communication qui est authentique, elle est très terrain, c'est difficile de vous prendre à défaut sur ces sujets. Et enfin, il y a une troisième typologie d'ambassadeurs sur laquelle moi je mets l'accent, en tout cas avec mes clients, je les incite toujours à identifier ce type de profil. Ce sont les jeunes, ce sont vous. Hein, je ne me mets plus dans cette catégorie malheureusement. Les jeunes, pourquoi il y a un vrai enjeu à les intégrer aux stratégies d'entreprise? Parce que c'est eux qui maîtrisent les codes réseaux sociaux mieux que tout le monde. Hein, quand vous voyez sur LinkedIn en particulier la tête de certains posts faits par des gens qui ont la cinquantaine, la soixantaine, je ne fais pas de la gise ici, mais il y a des codes qui ne sont pas maîtrisés et qui ne créent pas de l'engagement. Donc, responsabiliser, faire confiance à des alternants ou des jeunes, plus jeunes de votre entreprise, ça permet aussi de garantir qu'ils maîtrisent ces codes-là et qu'ils ont accès eux-mêmes à des communautés plus jeunes, plus engagées. Par exemple, vous, dans vos boîtes, peut-être que les gens de votre direction, ils ont LinkedIn, ils sont connectés avec quelques personnes, mais ils l'ont fait assez tard. Vous avez ouvert, j'espère, votre compte LinkedIn assez tôt, donc vous êtes connecté déjà avec les gens de votre promo, les gens de votre école, les gens que vous avez eu dans vos stages, dans vos alternances. Pour la plupart, vous avez des réseaux qui sont déjà beaucoup plus gros que les gens de votre direction, qui sont allés networker un petit peu à droite à gauche, qui ont ajouté 2-3 personnes, et qui ne prennent pas trop ce canal au sérieux. Vous le prenez au sérieux parce qu'il fait partie de votre ADN de communication, et donc de professionnel. Et quand vous serez aux responsabilités, n'oubliez pas cette chose-là. C'est un vrai canal d'engagement. Ok, la batterie est faible. Qu'est-ce que ça apporte, l'employé advocacy? De l'authenticité. Bon, j'ai illustré ça avec
avec un thé à la menthe. Authentique, avec beaucoup de sucre. On l'aime ce thé à la menthe. Il est authentique. On a besoin d'avoir des messages qui sont véhiculés de manière authentique. Et l'employé advocacy, c'est la garantie de cette authenticité. Vous avez est-ce que on va revenir. On a perdu notre image. Elle va revenir. Bon, je vous le fais à l'oral, le temps que ça revienne. Je pense que ça va revenir. L'authenticité, c'est ça aussi qui est la garantie de recevoir de l'engagement en ligne. Un post authentique n'a pas besoin d'avoir 1000 références ou d'avoir 6 mentions dans le post pour être sûr que « Ah oui, regarde, j'ai fait ce post, il faut le liker ». Un post authentique, on est capable de le voir. Hein, nous, on sait quand un post est authentique ou pas, on a besoin que d'un seul coup d'œil pour le distinguer. Deuxième volet de l'employé advocacy, c'est la marque employeur. Il y a quand on parle de garder les talents, problématiques de recrutement des entreprises, la marque employeur, c'est un petit peu les nouvelles ressources humaines. C'est important de fédérer aussi les gens qui bossent dans l'entreprise et les gens qui vont peut-être intégrer l'entreprise un petit peu plus tard. Et ces stratégies-là, ces dynamiques d'influence B2B autour de la RSE permettent de renforcer fortement votre marque employeur. Et enfin, la réputation, évidemment. Quand on tape en ligne le nom d'une marque, notamment sur les réseaux sociaux, on parle de search maintenant, vous voyez apparaître peut-être ces derniers mois le fait que maintenant les jeunes cherchent plus avec TikTok qu'avec Google. Bon, c'est une vraie tendance, ça a des vraies implications pour nos métiers, ce qu'on appelle le search. Si on tape votre marque dans un réseau quelconque et qu'on voit apparaître des posts likés autour de votre démarche RSE, faites par des employés qui ont l'air de bien se sentir au sein de votre entreprise, vous prenez un temps d'avance énorme et vous pouvez capitaliser là-dessus. Parce que, à nouveau, on y revient, c'est un volet d'authenticité. C'est compliqué de faire de l'artificiel autour de ces sujets. Ah oui, et donc c'était une petite manette qui n'est plus. Quelques chiffres rapidement sur l'employé advocacy en termes de reach. C'est 8 fois un post rédigé avec le contenu d'une personne, d'un vrai compte. Et c'est pour ça qu'on en revient un petit peu à la question des personnes physiques ou des personnes morales. Il a un reach 8 fois supérieur à celui qui aurait été posté avec le compte de l'entreprise. C'est normal. Déjà, les algorithmes sont construits pour faire la promotion de ces posts-là. Hein. LinkedIn, Insta veulent que ce soit les gens qui communiquent beaucoup plus que les marques. Les algos poussent ça. Et en plus, nous, en termes d'engagement, on a plus tendance à cliquer et à mettre un j'aime sur un compte avec la tête de quelqu'un qu'on connaît plutôt que d'un compte corporate d'une marque. On s'est dit, ok, si une équipe de com derrière, il y a 10 personnes qui ont rédigé ce post, on est beaucoup plus sollicité de créer de l'engagement autour de ça. Le taux de confiance aussi, évidemment, ça fait référence à ce que j'étais en train de dire juste avant. En moyenne, il y a 84% de taux de confiance supplémentaire quand on voit le même contenu rédigé mot pour mot, quand c'est un compte personnel d'une personne, par rapport au compte corporate d'une entreprise qui a été travaillée, où on sait que ça rentre dans le cadre d'une stratégie X. Et enfin, la perception des marques, même si on est à l'ère du digital, qu'on n'a jamais été autant connecté, on a besoin d'avoir une expérience avec les gens, qu'elle soit physique, en boutique, en magasin ou en ligne. On préfère que les messages de marque, nos relations avec les marques, elles soient
véhiculé par des gens, plus que par ce qui peut apparaître comme étant un peu moins concret, en l'occurrence là en ligne, les comptes corporate. Voilà, pour quelques chiffres. Dans cet espace social media et digital au global qui est saturé, on en a parlé, hein. C'est cette incarnation qui va permettre de crédibiliser votre message et au-delà de ça, de construire autour. Parce qu'autour de la RSE, il y a d'autres engagements, on en parlait, hein. Vous avez peut-être des engagements plus business autour de ces politiques RSE, en tout cas de connecter ces enjeux-là. Quand vous avez incarné votre message de marque, c'est beaucoup plus facile, vous avez un terrain de jeu beaucoup plus fertile. Et donc ça nous amène à la dernière partie de cette conf. Je fais un petit coup d'œil à l'heure, qui avance. Être une marque engagée, ça ne garantit pas d'être une marque influence. Parce que faire de l'influence, si elle n'est pas bonne, ça ne fera pas de vous une marque influence. Il faut être capable d'activer plusieurs leviers pour que l'influence soit efficace et que vous soyez par la suite une marque influence. J'ai un petit clip ici à vous montrer. On va en regarder qu'une petite partie. C'est l'avant-match de la finale de Roland Garros 2022. Je suis un grand fan de Rafael Nadal, qui a pris sa retraite il y a quelques semaines. Vous allez comprendre pourquoi je vous montre cette image, ce petit passage vidéo. On peut s'arrêter là. Vous voyez, on disait tout à l'heure, une image vaut 1000 mots. Là, évidemment, Rafael Nadal il va la gagner, cette finale, c'est la dernière finale de Roland Garros, absolument. Il a déjà gagné, pourquoi? Parce que c'est son branding qui apparaît. C'est son influence. Là, il est en train de faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire rentrer dans le cerveau de son adversaire. Et là, il a déjà gagné le match alors qu'il n'a pas commencé. Hein, c'est son branding qui parle. Et ça, évidemment, ça se retrouve sur le sujet des marques, hein, sur la compétition en ligne. Donc, c'était la métaphore que je voulais vous montrer ici. On a encore un petit peu de temps. 5 grosses minutes, pas trop non plus. J'ai pris. On va avancer un petit peu vite. Avant d'être influent, il faut être attentif. Il faut observer. Et le vrai enjeu de la RSE, c'est de la rendre désirable. C'est compliqué de dire aux gens il y a un péril écologique, il faut moins consommer, il faut mieux consommer. C'est compliqué de rendre ces notions désirables. C'est tout l'enjeu de la communication. C'est extrêmement compliqué. Et pour arriver à trouver ces bons leviers, ces bonnes activations, il faut connaître les tendances. Et les tendances, on les trouve avec le social listening. Les outils de social listening, vous l'avez peut-être vu dans d'autres cours ou dans d'autres enseignements. Je ne vais pas dérouler ici. Il s'agit de savoir ce qui se dit autour de notre marché, de notre marque, et de récupérer les bons insights. Les bons insights qui vont permettre de construire les bonnes stratégies de communication, qui sont engageantes. Connaître les tendances, ça ne veut pas dire suivre les tendances. Il y a une petite référence ici sur cette slide. Peut-être que certaines la connaissent. On va avancer. Connaître les tendances, ça ne veut pas dire suivre les tendances, mais ça veut dire quelles sont les bonnes tendances, quelles sont celles qui vont me permettre de créer des contenus innovants, engageants, sur lesquels je peux aller. On a tort jusqu'à ce qu'on ait raison. Mais en termes de communication, les marques avant-gardistes, c'est celles qui avaient raison un petit peu trop tôt. Au début, on ne comprenait pas ce qu'elles faisaient. Hein. Mais 2, 3, 5 années plus tard, on dit ok. C'était là que ça se passait. Et ces marques, elles ont un temps d'avance. Hein. Et ça, on est capable de le faire actuellement en 2025 de la même manière, avec une analyse et une étude très fine de ce qui se dit, notamment avec le social listening. Un petit point, un petit bonus, les partenariats RSE. Ça, c'est un point qui n'est pas possible de faire en permanence. Si vous êtes une marque qui a la possibilité d'associer son image à une ONG, à une association,
qui est active, qui est reconnue sur un secteur. Si vous, vous voulez faire une stratégie de communication RSE autour de l'écologie, du recyclage, associez votre marque, financez une asso qui fait ça déjà très bien, dont c'est le cœur de métier et qui a toujours besoin d'argent pour faire ça. Voilà le petit, vous voyez derrière moi la slide qui montre les enjeux autour de ce volet. Je vous aurais peut-être parlé de Jadara, donc Samira, qui est la directrice de la communication de Jadara. Elle était sur un événement à Rabat, elle aurait pu être avec nous aujourd'hui, dire un petit mot, mais vu que le temps en plus presse, on aura l'occasion peut-être de poursuivre ça un petit peu plus tard. Et enfin, un dernier point, l'avant-dernier point. L'influence B2B, elle ne fonctionne pas si elle est en silo, si elle est toute seule. Il faut l'intégrer à un dispositif beaucoup plus transverse. Il faut des interactions avec les relations presse, notamment, et les relations publiques. Ça serait un cours entier de parler de tout ça, mais gardez en tête que l'influence B2B ne fonctionne pas si elle est isolée. Une dernière toute petite remarque conclusive, on en a pour 30 secondes. Vous avez vu, je n'ai pas parlé d'intelligence artificielle. À aucun moment. Cette presse a été réalisée sans intelligence artificielle. Il y a, bon, on a tous ça quand même dans notre gamme d'outils. J'ai un tout petit mot qui permet de faire aussi une ouverture et qui permet de réfléchir à ça. On va arriver au devant d'un phénomène avec l'intelligence artificielle qui va impliquer qu'il va y avoir une quantité astronomique de contenus, écrits, vidéos, qui vont sursaturer nos espaces. C'est déjà en train d'arriver. Des contenus qui seront d'ailleurs parfois assez uniformisés. Ça va être extrêmement dur de sortir du lot. Une marque qui n'a pas de budget, qui n'a même pas d'employés, est capable de sortir 30 contenus à la journée, rien qu'avec des outils d'IA qu'elle est capable d'utiliser. Comment vont faire les marques qui font du vrai contenu derrière, mais il y a des vraies stratégies? L'influence B2B. Vous allez pouvoir vous appuyer vers des gens qui font les relais, qui viennent faire l'interface, qui ont déjà des communautés. Et donc, bon là, on va revenir sur un volet un petit peu philosophique. Mais ça sera nous, en tout cas, pour nos métiers, réfléchir à ces enjeux autour de l'IA, ça sera un point central de l'évolution de la communication et du marketing. Merci beaucoup.